Un bruit strident déchira l'air, celui du cristal se brisant. La coupe de grande valeur venait de voler en éclats sur le sol de marbre. Le brouhaha des invités dans la salle de réception s'éteignit. La voix d'Hélène Beaumont trancha le silence, froide et nette. Elle était l'hôtesse du gala annuel de la Fondation Beaumont, la reine blonde de cet univers de luxe. À ses pieds, un chiffon à la main, se tenait Claire, la femme qui aurait dû rester invisible. Ce soir-là, Hélène décida de l'écraser publiquement pour un simple accident. Elle était loin de se douter de ce qu'elle venait de déclencher. En humiliant l'agent d'entretien, elle allumait la mèche de sa propre déchéance. Voici comment la femme la plus puissante de la ville fut renversée par la seule personne qu'elle n'avait jamais pris la peine de regarder dans les yeux. Hélène ne bougea pas d'un cil. Ses yeux bleus, durs comme des saphirs, étaient rivés sur Claire. La robe dorée qu'elle portait semblait irradier sa propre lumière. Elle était le soleil. Claire était l'ombre agenouillée à ses pieds. Le silence dans la salle était une pression physique. Tous les regards étaient braqués sur la scène. L'hôtesse, l'employé, le désastre. Hélène prit enfin la parole. Sa voix n'était pas forte. C'était pire. Elle était maîtrisée. Chaque syllabe, un petit scalpel. « Vous savez ce que c'est ?» demanda-t-elle. Claire ne répondit pas. Sa gorge était nouée. L'odeur du champagne flottait dans l'air. « C'est du marbre italien, de Carrare. » Hélène fit un pas, son talon aiguille claquant sur le sol. Chaque dalle a été choisie à la main, transportée avec un soin que vous ne pourriez jamais comprendre. Elle se pencha légèrement, son visage parfait, déformé par un masque de mépris. « Et vous avez jeté des ordures dessus. » L'accusation plana, absurde et cruelle. Claire se trouvait à plusieurs mètres. Le serveur qui avait trébuché avait déjà été discrètement évacué, mortifié. Mais Hélène avait besoin d'une cible. Une cible qui ne pouvait pas riposter. Charles Beaumont, son mari, s'approcha. Un homme imposant, au visage qui commençait à porter les marques d'une vie facile. Il toucha le bras de sa femme. « Hélène, chérie, ça suffit. » Sa voix n'était qu'un murmure tendu. Il se souciait des apparences, de ce que diraient les associés. C'était un accident. Continuons la soirée. Hélène se tourna vers lui. Le sourire qu'elle lui adressa n'atteignit pas ses yeux. Non, Charles, ce n'était pas un accident. Sa main se posa sur la sienne, mais ses ongles s'enfoncèrent légèrement dans sa peau. C'était un exemple, une leçon sur les standards à respecter. Charles recula. Il connaissait cette expression, cette froide détermination. Il était le maître de l'Empire. Mais ici, dans cette salle, il n'était que le consort de la reine. Il fit un pas en arrière, se fondant parmi les invités. La reine reporta son attention sur sa proie. Nettoyée. L'ordre tomba. Sec. Claire prit le chiffon qu'un superviseur lui avait tendu. Ses mains tremblaient. Elle commença à ramasser les plus gros morceaux. Le cristal était épais, lourd. « Pas avec ça !» La voix d'Hélène l'interrompit. « Utilisez vos mains. Je veux que vous sentiez le résultat de votre incompétence. » Un frisson parcourut l'échine de Claire. Les invités retinrent leur souffle. Un homme plus âgé, près du bar, secoua la tête en signe de désapprobation. Sa femme lui tira le bras pour le faire taire. Personne ne défiait Hélène dans son propre château. Claire obéit. Le marbre était froid sous ses genoux. Le contact du verre était dangereux. Elle travailla en silence, méthodiquement, un éclat après l'autre. Elle se concentra sur sa tâche, sur sa respiration, pour ne pas laisser une seule larme couler. Ce serait offrir à Hélène une victoire de plus. Hélène commentait la scène pour son public captif. Regardez bien. Voilà ce qui arrive lorsque l'excellence est bafouée. Elle gesticulait avec la main qui portait un bracelet de diamants. Nous avons bâti un monde fondé sur le mérite, sur la beauté, sur la perfection. Chaque mot était une attaque contre Claire, contre ses vêtements simples, contre son existence même dans cet environnement. Et puis nous laissons la médiocrité s'infiltrer. Et elle souille tout ce qu'elle touche. Quelques invités rirent, des rires nerveux de ceux qui cherchent l'approbation. D'autres fixaient leurs chaussures de luxe, les coupes entre leurs mains, n'importe où, sauf la femme à terre. La gêne était un brouillard épais. Claire ramassa le dernier éclat visible. Le liquide avait déjà été épongé. La tache était minime, presque invisible.
Elle s'apprêta à se relever. « Je n'ai pas dit que vous pouviez arrêter. » Claire se figea. « Quel est votre nom ?» demanda Hélène, comme une enseignante interrogeant un élève distrait. « Sur votre uniforme, là où il doit être. » Claire baissa les yeux sur sa poitrine. Le petit badge de l'entreprise de nettoyage y était épinglé. « Claire !» répondit-elle, la voix basse mais ferme. « Claire !» répéta Hélène, savourant le nom comme si elle goûtait quelque chose d'amer. « Claire, n'êtes-vous pas fière de votre travail ?»« Si !» La réponse fut immédiate. « On ne dirait pas. Votre uniforme est froissé. Vos chaussures sont usées. » L'inspection se poursuivit, cruelle et méticuleuse. « Pensez-vous que ce soit le standard que nous exigeons à la Fondation Beaumont ?» La Fondation, l'œuvre de charité qui donnait son nom à la soirée. L'ironie était brutale. Hélène utilisait la bienfaisance comme une arme. Claire resta silencieuse. Aucune réponse ne pourrait la satisfaire. Le silence était sa seule armure. Hélène parut se lasser du jeu. Elle se redressa, se tournant vers la salle. Elle ouvrit les bras dans un geste de fausse magnanimité. Mais ce soir est une soirée de générosité. Sa voix redevint douce, théâtrale. Par conséquent, je ne vous ferai pas payer cette coupe. Considérez-la comme un cadeau. Des applaudissements hésitants et confus s'élevèrent. Les gens ne savaient comment réagir. Ils applaudissaient par habitude, par peur. « Ah, et dans un autre acte de charité, poursuivit Hélène, le sourire désormais large et prédateur, je vais vous libérer d'un fardeau que vous n'êtes clairement pas capable de porter. » Elle regarda Claire droit dans les yeux. « Vous êtes renvoyée. » La phrase finale tomba comme une guillotine. Les applaudissements cessèrent. Le silence revint, plus lourd qu'avant. L'humiliation était totale. « Sécurité !» appela Hélène, sans même regarder vers la porte. « Veuillez raccompagner. Mademoiselle, à la sortie !» Deux hommes en costume noir se matérialisèrent. Ils ne semblaient pas ravis de leur tâche. Leur visage était impassible, professionnel. Ils s'arrêtèrent à côté de Claire. Lentement, Claire se releva. Ses jambes étaient engourdies. Elle ne regarda pas les agents de sécurité, ni les invités. Elle regarda directement Hélène. Pendant une seconde, leurs regards se croisèrent. Dans les yeux d'Hélène, il y avait le triomphe, le dédain, le pouvoir. Dans ceux de Claire, il y avait autre chose. Quelque chose qu'Hélène, dans son arrogance, ne sut déchiffrer. Ce n'était pas de la peur, ni de la haine. C'était une promesse silencieuse. Claire se retourna. Le dos droit, elle marcha vers la sortie. Les agents de sécurité la flanquaient. Les invités s'écartèrent. Une mer de soie et de bijoux s'ouvrant pour laisser passer l'agent d'entretien. Personne ne disait un mot. Le son des pas de Claire sur le marbre était la seule chose audible. Puis la porte se referma derrière elle. Hélène sourit, prenant une nouvelle coupe sur le plateau d'un serveur tremblant. « Maestro !» dit-elle à voix haute. « La musique, s'il vous plaît. » L'orchestre reprit. La mélodie était douce, élégante. Mais quelque chose dans la salle s'était brisé. Et ce n'était pas seulement une coupe de cristal. L'air froid de la nuit fut un choc. Claire franchit le portail de service, laissant derrière elle le son étouffé de l'orchestre. Les lumières du gala ressemblaient à un soleil lointain et artificiel. La rue était sombre. L'arrêt de bus, un petit abri métallique, était désert. Elle s'assit sur le banc glacial. Ses mains, fourrées dans les poches de son manteau fin, étaient serrées. Une petite coupure à son annulaire la brûlait. Un souvenir de cristal et de mépris. Le bus arriva, un géant bruyant et presque vide. Elle paya son ticket avec les pièces qu'elle avait. Elle s'assit près de la fenêtre. Les lumières des quartiers riches défilaient comme des taches floues. Gratte-ciel, boutiques de luxe, restaurants bondés de gens qui riaient. C'était un autre monde. Un monde dont elle venait d'être expulsée. Son reflet dans la vitre sombre était celui d'une inconnue. Le visage pâle, les yeux cernés, l'uniforme de l'entreprise sous son manteau. C'était une armure et une prison. Le trajet fut long. Le bus s'éloigna du centre, s'enfonçant dans les quartiers où les lumières étaient plus faibles, où la vie était plus rude. Elle descendit dans sa rue. L'immeuble était ancien, la peinture écaillée.
Elle monta les 3 étages. Chaque marche grinçait sous ses pieds. Un son familier, un son de fatigue. Elle ouvrit la porte de son petit appartement. L'odeur était celle d'un foyer, simple, propre, mais quelque chose était différent. Sur la petite table de la cuisine, sous la lumière jaunâtre de l'unique ampoule, il y avait une enveloppe, blanche, bordée d'une bande rouge. Elle n'avait pas besoin de l'ouvrir pour savoir ce que c'était. Dernier avis, le loyer. Il menaçait de lui prendre le peu qu'elle avait. Le sol sous ses pieds. Elle laissa tomber son sac. Le bruit fut sec dans le silence de la pièce. Elle s'assit sur la chaise en bois, le corps lourd. L'humiliation de la soirée se mêla à la panique froide de l'avenir. Hélène lui avait pris son travail. Le propriétaire lui prendrait son logement. C'étaient 2 facettes de la même force écrasante. Un instant, le désespoir la submergea. Ses épaules s'affaissèrent. Sa tête tomba en avant. Que pouvait-elle faire? Elle n'était qu'une seule personne, seule, contre un empire. Ses yeux errèrent dans le petit espace. Le vieux frigo, la cuisinière à 2 feux, la petite étagère de livres qu'elle avait montée elle-même. Et sur le rayon du haut, un objet. Un livre épais, à la couverture rigide et sombre. Le vieux livre de contes de son père. Elle se leva, marcha jusqu'à l'étagère. Ses doigts touchèrent le dos usé. Elle sentit la texture du temps, le dévouement d'un homme bon. Un homme qui croyait que tout dans le monde devait avoir un équilibre. Débit et crédit, action et conséquence. Elle prit le livre. Il était lourd dans ses mains, solide, réel. Elle retourna à la table. L'enveloppe blanche et le livre noir, la menace et la réponse. D'un geste délibéré, elle écarta l'avis d'expulsion. Elle posa le livre de son père au centre de la table, l'ouvrit à une page blanche. Les lignes étaient pâles, en attente. Elle lissa le papier de la main. La coupure à son doigt laissa une minuscule tache de sang dans le coin de la feuille. Une signature, un contrat. Elle prit un stylo. Le tremblement de ses mains avait cessé. Son visage, dans la faible lumière, était un masque de calme et de glace. Il n'y avait plus de larmes, plus de peur. La dette d'Hélène Beaumont venait d'être enregistrée, et Claire allait la recouvrer, centime par centime. La petite tache de sang sur la page pâle était un point final, ou un commencement. Claire toucha la marque rouge. Le papier rêche sous son doigt la transporta. La cuisine sombre se dissolut. Les murs reculèrent. L'odeur de produits de nettoyage fut remplacée par celle de vieux papier et de café fort. Elle se tenait dans une pièce qui n'existait plus. Le bureau de son père. Elle avait de nouveau 16 ans. La pièce était le sanctuaire de Vincent. Petite, mais parfaitement ordonnée. Des livres de comptabilité alignés sur les étagères. Stylos et crayons reposaient dans un gobelet en métal, pointe vers le haut, comme des soldats. L'air y était toujours calme, un refuge contre le bruit du monde. Son père était assis à son grand bureau en bois sombre. Vincent était un homme aux gestes lents et au regard attentif. Ses lunettes à monture épaisse glissaient sur son nez. Il les remontait d'un index taché d'encre. Ce soir-là, la lumière de la lampe verte créait une île de travail dans la pénombre. Il l'avait appelée. « Viens, Claire, je veux te montrer quelque chose. » Sur le bureau, ouvert, se trouvait le livre. Le même livre qui était maintenant dans la cuisine de Claire. Mais à l'époque, il était neuf, les pages remplies d'une calligraphie impeccable. « Ce n'est pas juste un livre, » dit Vincent, la voix douce. « C'est une carte. La carte de la vérité. » Il montra les colonnes. Débit, crédit. Tout dans la vie a 2 côtés, ma fille. Ce qui entre et ce qui sort. Ce qu'on gagne et ce qu'on perd. Il lui tendit son stylo plume, lourd et noir. Le travail d'un homme honnête est d'enregistrer les 2. Sans truc, sans mensonge. Juste les faits. Claire s'assit à côté de lui. Il la guida, lui enseignant comment les chiffres dansaient. Comment chaque transaction, aussi petite soit-elle, laissait une trace. Une histoire. Les chiffres n'ont pas d'émotion, disait-il. Ils se fichent que l'homme soit riche ou pauvre. Ils ne se soucient que de l'équilibre, le solde final. C'était la leçon la plus importante qu'il lui ait donnée. La leçon que la vérité était une équation, et qu'elle pouvait toujours être résolue.
Mais quelques semaines plus tard, l'équation se compliqua. Vincent travaillait sur les comptes d'un nouveau client, un entrepreneur en pleine ascension dans le bâtiment, un homme au large sourire et à la poignée de main ferme. L'homme que tout le monde admirait en ville. Mais les chiffres racontaient une autre histoire. Claire voyait l'inquiétude sur le visage de son père. Il passait des nuits blanches, la lumière de la lampe verte allumée jusqu'à l'aube. Il buvait plus de café que d'habitude, soupirait davantage. Un soir, il l'appela de nouveau. Son visage était blême. Sur la table, il y avait 2 dossiers. L'un contenait ses notes méticuleuses, ses calculs précis. L'autre contenait un rapport imprimé, envoyé par le client. « Regarde !» dit-il, pointant les totaux. Les chiffres étaient différents, très différents. « Qu'est-ce que c'est, papa ?» demanda-t-elle. « Ça ?» dit-il en touchant le rapport du client. « C'est un mensonge, une fiction. Il gonfle les coûts, dissimule les bénéfices, crée des dépenses qui n'ont jamais existé. » Vincent semblait fatigué, plus vieux. « Ils veulent que je signe, que j'associe mon nom à cette fraude. » Claire sentit un froid dans son ventre. « Tu ne vas pas le faire, n'est-ce pas ?» Vincent la regarda. Un petit sourire triste effleura ses lèvres. « Qu'en penses-tu » Il prit le téléphone. Son doigt composa lentement le numéro. Il activa le haut-parleur. Une voix masculine, mielleuse et impatiente, répondit à l'autre bout. « Vincent, vous avez signé ?»« Non, » dit son père, la voix calme et ferme. « Et je ne signerai pas. Ces chiffres sont faux. » Il y eut une pause. « Ne me dites pas ce qui est juste ou faux. » La voix de l'homme devint dure. « Faites simplement votre travail. »« Mon travail est de consigner la vérité, » répondit Vincent. « Et la vérité est dans mes livres, pas dans votre rapport. » Le silence qui suivit fut long et menaçant. « Vous êtes un petit homme, Vincent, dans un petit bureau. Ne faites pas l'erreur de croire que vos règles s'appliquent au monde réel. » La menace était claire. « Mes règles sont les seules que j'ai, » dit Vincent, et il raccrocha. Claire ne s'était jamais sentie aussi fière et n'avait jamais eu aussi peur. La conséquence fut rapide. La semaine suivante, le contrat fut annulé. 2 semaines plus tard, 2 autres anciens clients rompirent leur partenariat. Le téléphone cessa de sonner. L'homme puissant avait tenu sa promesse. Il avait sali le nom de Vincent. Personne ne faisait plus confiance au comptable avec qui il était difficile de travailler. Le comptable qui n'avait pas l'esprit d'équipe. Les comptes de la famille commencèrent à fondre. L'inquiétude s'installa dans la maison comme un hiver permanent. Des mois plus tard, il mettait le bureau en carton. La maison allait être vendue. Le bureau en bois, les étagères, les livres, tout allait disparaître. Vincent prit le livre à la couverture noire. Il le tint à 2 mains, comme s'il était sacré. Il le tendit à Claire. « J'ai presque tout perdu, » dit-il, la voix étranglée. « Mais je n'ai pas perdu mon honneur. » Il la regarda dans les yeux. « Ils bâtissent des empires sur des sables mouvants, Claire, des fondations de mensonges. Mais la vérité est solide, c'est du roc. Un jour, leur château s'effondrera. Ne l'oublie jamais. » Le souvenir s'estompa. L'odeur de papier disparut. Claire était de retour dans sa cuisine. Le livre de son père était ouvert devant elle. Le stylo toujours à la main. La tache de sang ressemblait à une braise sur la page. La colère de l'humiliation subie brûlait encore. Mais maintenant, il y avait autre chose, une clarté froide, un but. Elle ne se battait plus seulement pour elle-même, elle se battait pour Vincent, pour la leçon qu'aucun mensonge ne dure éternellement. Hélène et Charles Beaumont avaient bâti un château. Claire venait de trouver la première fissure dans ses fondations, et elle avait la carte pour trouver toutes les autres. Le jour suivant n'apporta aucun soulagement, juste une clarté froide. Claire ne rentra pas chez elle après avoir fermé le livre de son père. Elle se rendit à la bibliothèque municipale dès son ouverture. L'endroit était silencieux, presque sacré. Il sentait la poussière et le savoir. Elle s'assit devant l'un des vieux ordinateurs et commença à travailler. Elle ne chercha pas d'emploi. Elle chercha des faiblesses. Pendant des heures, elle plongea dans l'univers des Beaumont. Elle lut tout sur les affaires de Charles. Les chroniques mondaines qui glorifiaient Hélène, les rapports annuels de la Fondation. C'était un empire numérique, poli et impeccable. Mais rien n'est parfait.
Claire chercha les fournisseurs, les entreprises qui faisaient tourner la machine, traiteurs, sécurité et finalement nettoyage. Le gala annuel de la Fondation Beaumont avait toujours lieu au même endroit, le somptueux Grand Palais métropolitain. Un contrat d'exclusivité assurait l'entretien du lieu. Le nom de l'entreprise était ProPrestige Services. C'était l'une des plus grandes de la ville, impersonnelle, corporative, parfaite pour se cacher. Le plan naquit là, sur l'écran d'un ordinateur public. Ce n'était pas un plan de vengeance, c'était un plan d'audit. Les semaines devinrent des mois. Claire laissa pousser un peu ses cheveux, changea sa façon de s'habiller, rangea son vieil uniforme au fond du placard, prépara un nouveau CV. Elle omit son passage désastreux chez les Beaumont. Mit en avant d'autres expériences. Acceptée après l'entretien, elle devint une employée de plus de ProPrestige Services. Un numéro sur une fiche de paie. Le travail était dur. Les heures étaient longues. Elle nettoya des immeubles de bureaux, des centres commerciaux, des hôpitaux. Elle fit son travail avec la même précision que son père appliquait aux chiffres, sans se plaindre, sans attirer l'attention. Elle devint connue des superviseurs comme la discrète, fiable, efficace, invisible. L'automne arriva, peignant les feuilles des arbres en jaune et brun. Claire sentait le temps passer. La patience était sa plus grande alliée. Elle attendit. Et puis, l'occasion se présenta. Son équipe fut transférée sur un nouveau contrat. Le Grand Palais métropolitain, le cœur du territoire ennemi. Entrer dans le palais pour la première fois en tant qu'employée fut une victoire silencieuse. Elle mémorisa chaque couloir, chaque sortie de service, les itinéraires des caméras de surveillance. Le son des monte-charges, le bâtiment avait ses propres secrets, sa propre routine. Elle apprit le langage du lieu, et elle apprit l'existence des suites exécutives au dernier étage, des bureaux privés que des entreprises et des milliardaires louaient pour des réunions discrètes. Charles Beaumont en avait une, la suite 7. Là, elle le savait, se trouvait le centre névralgique de ses affaires, mais l'accès était restreint, et elle aurait besoin d'aide. Son allié ne portait pas de costume ni de mallette. Il portait un uniforme de sécurité gris et avait le visage marqué par la fatigue. Il s'appelait Marc, un homme approchant la soixantaine qui travaillait de nuit. Claire l'observa pendant des semaines. Il était silencieux comme elle, et il voyait tout. Il était de service le soir du gala. Elle se souvenait de son visage dans la foule, la honte dans ses yeux quand elle avait été expulsée. L'approche fut lente. Elle commença par un signe de tête, puis un « bonsoir ». Un soir, elle lui offrit un café de son thermos. Il accepta. Ils burent en silence, dans le froid d'un quai de chargement. « Longue nuit », dit-il. « Toujours », répondit-elle. Ils ne parlèrent pas des Beaumont. Ils parlèrent de football, du temps, de la fatigue qu'ils sentaient dans leurs os. Une amitié improbable, forgée dans les quarts de nuit et les silences partagés. L'obstacle de Claire portait aussi un uniforme. Une superviseure de ProPrestige Services nommée Sylvie, une femme rigoureuse qui suivait les règles comme si elles étaient sacrées. Sylvie idolâtrait les clients riches. Pour elle, la suite de Charles Beaumont était un hôtel. Le nettoyage devait être impeccable. Et la règle la plus importante, personne n'entrait jamais seul. Le protocole était des équipes de 2, une mesure de sécurité. Pour Claire, une barrière. L'opportunité se présenta un mardi soir. Charles et ses associés avaient eu une longue réunion dans la suite 7. L'équipe de Claire fut appelée pour nettoyer après minuit. Elle et un collègue entrèrent sous le regard de Sylvie depuis la porte. Le bureau était luxueux. Moquette épaisse, meubles en bois sombre, une vue panoramique sur la ville endormie et une déchiqueteuse à papier à côté du bureau de Charles. Claire sentit son cœur s'accélérer. Elle avait besoin d'un moment seul. Le plan qu'elle avait monté avec Marc était simple, risqué. Pendant une pause, elle le croisa dans le couloir. La lumière de l'entrepôt 3B clignote encore. Je pense qu'il y a un court-circuit. C'était suffisant. 10 minutes plus tard, la radio de Sylvie grésilla. C'était Marc, la voix calme et professionnelle.
Madame la superviseure, pouvez-vous venir à l'entrepôt 3B? On me signale un risque électrique. Sylvie soupira, irritée par l'interruption. L'entrepôt était dans une autre aile du bâtiment. Restez ici. Ne touchez à rien sur le bureau. Je reviens tout de suite. Elle partit. La fenêtre de Claire était de 5 minutes, tout au plus. Son collègue nettoyait la salle de bain privée. Elle était seule dans le bureau principal. Elle alla droit à la déchiqueteuse. Le panier était plein de bandes de papier inutiles, mais la machine émettait un faible bourdonnement. Elle était bloquée. Une lumière rouge clignotait. Elle débrancha l'appareil, regarda dans la fente. Un morceau de papier, plus épais que la normale, était coincé dans les lames métalliques. Avec le soin d'un chirurgien, utilisant la pointe d'un trombone pris sur le bureau, elle commença à extraire les fragments. Le papier était de haute qualité. Il avait un en-tête. C'était de fines lanières, inutiles seules, mais ensemble. Elle les aligna dans la paume de sa main, le cœur battant contre ses côtes. Le bruit de l'eau coulant dans la salle de bain semblait lointain. Les mots étaient fragmentés. Onation pour ondation vivre, transfert confidentiel. Et puis, un nom. Le nom d'une société dont elle n'avait jamais entendu parler. Holding Antares, île Caïman. C'était ça, le premier fil. La première preuve que la charité de la Fondation Beaumont était une façade pour autre chose. Elle entendit des pas dans le couloir. Sylvie revenait. Vite, Claire fourra les bandes de papier dans la poche de son uniforme. Rebrancha la déchiqueteuse. La lumière rouge clignotait toujours. Parfait. Quand Sylvie entra, Claire époussetait la bibliothèque. « La machine est en panne », dit-elle, la voix calme. « Je vais le signaler à la maintenance. » Sylvie grogna simplement, agacée par sa marche inutile. Elle ne se douta de rien. Dans la poche de Claire, les morceaux de papier semblaient brûlés. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était suffisant. C'était le début de la fin de l'Empire Beaumont. Les lanières de papier étaient une carte au trésor macabre. Claire les scotcha sur une feuille de cahier. Les mots formaient une phrase brisée, l'indice d'un crime qu'elle ne comprenait pas encore entièrement. Donne, Fondation Vivre, transfert confidentiel, Holding Antares, île Caïman. Le nom de la société offshore était la clé. Le reste de son temps libre fut consumé à la bibliothèque municipale. Le bourdonnement des ordinateurs était la bande-son de sa chasse. Holding Antares était un fantôme, un nom enregistré dans une boîte postale à des milliers de kilomètres. Pas de site web, pas d'employés répertoriés. C'était une coquille vide conçue pour être invisible. Claire passa des semaines dans des impasses numériques. Elle lisait des archives de journaux économiques, des rapports de marché, tout document qu'elle pouvait trouver. La frustration était un goût amer. La montagne semblait trop haute à gravir. La patience, la leçon de son père, était le seul outil qui lui restait. Elle changea de tactique, cessa de chercher Antares, commença à chercher des gens, des directeurs, des avocats, tout nom associé à des sociétés écrans aux îles Caïmans. C'était un travail lent, comme tamiser du sable à la recherche d'un seul grain d'or. Et puis elle le trouva. Un nom, un avocat suisse qui servait de directeur de paille pour des centaines de sociétés, y compris Antares. Dans un vieil article d'un magazine financier européen, il y avait une photo de lui à une conférence. À ses côtés, souriant, se tenait un jeune cadre de l'une des premières entreprises de Charles Beaumont. La photo datait de 15 ans. Le lien était ténu, presque inexistant. Mais pour Claire, c'était comme un éclair. C'était la preuve que les deux mondes, celui de Charles et celui d'Antares, s'étaient déjà touchés. Elle tenait le bout du fil. Maintenant, il lui fallait quelqu'un pour le tirer. Ses recherches changèrent à nouveau de cap. Elle se mit à lire le travail des journalistes d'investigation de la ville. Ignora les grands journaux, trop liés aux intérêts des entreprises. Chercha les indépendants, les loups solitaires. Elle trouva un blog intitulé « L'huile de la cité ». Il était tenu par un homme nommé Julien Dubois. Ses articles étaient acides, bien documentés et sans pitié. Il avait déjà révélé de petits scandales à la mairie, des fraudes sur des marchés publics. Il n'avait pas peur des puissants, il était parfait. Lors d'une autre session nocturne à la bibliothèque, Claire créa une adresse e-mail anonyme.
Un conte sans nom, sans historique. L'écran blanc du brouillon la fixa longuement. Que dire? Comment paraître crédible mais pas désespéré? Elle ne pouvait pas envoyer les bandes de papier. C'était sa seule preuve. Juste un appât. Ses doigts tapèrent le message. Le texte était court, direct. « Cher Monsieur Dubois, je suis une lectrice de votre travail. Je vous suggère d'enquêter sur la relation entre les dons d'entreprise à la Fondation Beaumont et une entité nommée Holding Antares, enregistrée aux îles Caïmans. La générosité peut être une excellente affaire. » Elle lut et relut. C'était suffisant. Cliqua sur « Envoyer ». L'email disparut dans le cyberespace. Une flèche tirée dans le noir. Les semaines suivantes furent une épreuve pour ses nerfs. Claire continua son travail au Grand Palais métropolitain, nettoya des salles, vidant des poubelles, maintint son profil bas. Chaque matin, elle consultait le blog de Dubois. Rien. Le silence était assourdissant. Peut-être l'avait-il ignoré, supprimé comme un spam. Le doute commença à la ronger, et puis un jeudi matin, ce fut le déclic. Le titre du nouvel article de Dubois était subtil. « La route caribéenne de la philanthropie ». Le cœur de Claire s'emballa. Elle lut le texte avidement. Dubois ne portait pas d'accusation directe. Il était plus malin que ça. Il parlait de manière générale de l'utilisation des paradis fiscaux, de la façon dont les sociétés écrans pouvaient déplacer de l'argent sans laisser de traces. Et puis, au milieu de l'article, il lâcha la bombe. Prenons par exemple la respectable Fondation Beaumont. L'année dernière, elle a reçu des millions en dons. Dans le même temps, des sources indiquent de possibles liens financiers avec des entités comme la Holding Antares, un nom obscur aux îles Caïmans. Il n'y a rien d'illégal à cela, écrivit-il, mais cela soulève des questions sur la transparence que le public mérite. C'était un chef-d'œuvre d'insinuation. La petite victoire de Claire était immense. Elle n'était plus seule. Charles Beaumont était dans sa salle de sport privée, au sommet de son immeuble de bureau, quand son chef des relations publiques appela. Il écouta le rapport, la mâchoire serrée. La colère était une vague de chaleur, un blogueur insignifiant, un moins que rien. Où avait-il eu ce nom? Antares. C'était un vieux fantôme, un mécanisme qu'il n'utilisait plus depuis des années. Il mit fin à l'appel, reprit le téléphone et appela son chef de la sécurité. « Je veux une inspection complète. Dans tous les bureaux, à la maison, au palais, chercher des micros, des caméras, n'importe quoi, maintenant. » Son appel suivant fut pour les avocats. Ils publièrent un communiqué de démenti, menacèrent de poursuites, qualifièrent l'article de « journalisme irresponsable et calomnieux ». Mais le mal était fait. Le mur de défense s'érigea. La sécurité au Grand Palais métropolitain fut doublée. La suite 7 avait désormais un accès biométrique. Les protocoles de nettoyage furent modifiés. Sylvie, la superviseure, accompagnait désormais personnellement chaque pas de l'équipe de Claire au dernier étage. L'accès à la source d'information était coupé. Claire sentit le changement. La porte qu'elle avait entr'ouverte était maintenant verrouillée et renforcée. La réaction dans le cercle social des Beaumont fut progressive. Au début, ce fut de la solidarité. Quelle absurdité! La jalousie est une maladie, se disaient-ils les uns aux autres lors des cocktails. Mais la graine de la curiosité était plantée. Les conversations changèrent. Lors d'un dîner, un banquier demanda à un collègue « As-tu déjà entendu parler de cette fameuse Antares ?» L'autre répondit en baissant la voix « Non, mais Charles a toujours été agressif en affaires. » Les rires au sujet de l'agent d'entretien renvoyé au gala de l'année précédente disparurent. Plus personne ne racontait cette histoire. À la place, on chuchotait sur l'article, sur les paradis fiscaux. Hélène sentit le changement d'atmosphère. Les sourires semblaient un peu plus forcés, les compliments un peu plus vides. Elle n'en comprenait pas l'origine, mais sentait l'air se refroidir autour d'elle. La curiosité remplaçait l'adulation. Et la curiosité était un poison qu'elle ne savait pas comment combattre. La petite pierre que Claire avait jetée dans l'eau avait créé des ondes, et elle commençait à peine à atteindre les rives de l'Empire Beaumont. Les Beaumont répondirent au murmure par un coup de tonnerre. Pour contrer les rumeurs générées par l'article de Dubois, ils organisèrent un événement exclusif. Ce n'était pas un bal,
mais un cocktail pour la presse et des donateurs stratégiques. Il eut lieu dans le salon d'un hôtel 5 étoiles, un territoire neutre et luxueux. L'objectif était clair, projeter une image de contrôle total et de transparence inébranlable. Hélène était radieuse. Elle portait une robe bleu nuit, qui mettait en valeur ses cheveux blonds et des bijoux discrets. Elle flottait à travers le salon, le sourire jamais vacillant, l'incarnation de la grâce et du pouvoir. Charles était à ses côtés, solide comme un roc. Il saluait les invités d'une poignée de main ferme, le visage sérieux mais confiant. Ensemble, ils formaient une forteresse. L'événement était chorégraphié. Un bref discours d'Hélène sur les nouveaux projets de la Fondation. Une annonce de Charles d'un nouveau don personnel conséquent. Tout pour rappeler à l'élite de la ville leur pouvoir et leur générosité. Charles monta sur une petite estrade pour parler. La salle se tut. Il parla d'héritage, de la responsabilité des nantis d'aider les autres. Sa voix était grave, résonnante. Il ressemblait à un homme d'État. Vers la fin, il aborda le sujet qui fâche. Récemment, dit-il avec un ton de légère lassitude, nous avons été la cible d'insinuations frivoles de la part de publications mineures. C'est le prix à payer pour le succès. Il marqua une pause. Mais nos actions, notre histoire et notre engagement envers cette ville parlent plus fort que n'importe quel titre opportuniste. Des applaudissements polis emplirent la salle. Hélène le regardait avec adoration. Ils avaient gagné. La tempête était passée. Puis, l'attaché de presse ouvrit le micro aux questions. Les premières étaient prévisibles, des éloges déguisés en interrogations. « Monsieur Beaumont, comment d'autres entreprises peuvent-elles suivre votre exemple de philanthropie ?» Charles répondait avec une modestie étudiée. Tout se déroulait comme prévu. Au fond de la salle, une main se leva. Elle appartenait à un homme qui n'était pas sur la liste des invités approuvés, Julien Dubois. Il avait réussi à entrer en accompagnant un photographe. L'attaché de presse hésita, mais l'ignorer serait pire. Un micro lui fut apporté. Dubois ne semblait pas intimidé par l'environnement. Son visage était calme, les yeux concentrés. Il attendit le silence complet. « Monsieur Beaumont », commença-t-il, la voix claire et sans émotion. « Je voudrais revenir sur la question de votre histoire en affaires que vous avez mentionnée. » Charles garda son sourire. « Je vous en prie. » Dubois ne posa pas de questions sur la holding Antares. Ce serait une confrontation directe, facile à esquiver. Il sortit une arme différente, d'un arsenal que personne n'attendait. « Pourriez-vous commenter votre relation commerciale avec un comptable nommé Vincent Moreau au début de votre carrière? Les archives montrent que le partenariat a été rompu brusquement, peu avant la faillite de la petite entreprise de M. Moreau. Le nom, Vincent Moreau, le nom d'un fantôme. Un instant, le masque de Charles Beaumont se fissura. Ce fut presque imperceptible, un léger raidissement de la mâchoire, un clignement des yeux trop rapide. La couleur sembla quitter son visage une fraction de seconde. Hélène, à côté de la scène, fronça les sourcils, confuse. Elle n'avait jamais entendu ce nom. Le silence dans la salle changea. Il n'était plus respectueux. Il était dense, électrique. Les journalistes, auparavant détendus, se penchaient maintenant en avant. Les doigts volaient sur les écrans des téléphones. Charles se ressaisit. La récupération fut rapide, mais le coup avait été vu par tous. Il força un petit rire. C'était il y a près de 20 ans. Vous avez une mémoire impressionnante. Le dédain dans sa voix était palpable. C'était une affaire mineure, réglée légalement à l'époque. Cela n'a absolument aucune pertinence pour le travail de la Fondation aujourd'hui. Le démenti fut rapide. Mais l'hésitation initiale fut ce que tout le monde enregistra. La graine du doute que l'article avait plantée avait maintenant une racine avec un nom et un prénom. L'histoire n'était plus une question de chiffres et de société écran. Elle concernait un petit homme qui avait été brisé. Dubois allait poser une autre question, mais l'attaché de presse intervint. « Merci à tous. Le temps des questions est terminé. » La musique d'ambiance monta. L'événement se termina brusquement. Charles et Hélène furent rapidement entourés par leur équipe et escortés hors du salon.
Ils ne regardèrent pas en arrière, mais la salle qu'ils laissaient derrière eux était en ébullition. Le vent avait tourné. La narration n'appartenait plus au Beaumont. Les questions étaient désormais autres. Qui était Vincent Moreau? Que lui était-il vraiment arrivé? La charité des Beaumont était-elle un moyen de construire un héritage ou d'enterrer un passé? Personne n'avait la réponse complète. Mais pour la première fois, tout le monde en ville se posait les mêmes questions. Le trajet de retour de l'hôtel se fit dans un silence glacial. L'intérieur en cuir de la limousine ressemblait à une chambre froide. Charles regardait fixement les lumières de la ville, la mâchoire contractée. Hélène l'observait, la fureur bouillonnant sous sa peau. Le nom que le journaliste avait prononcé résonnait dans son esprit. Vincent Moreau, un nom commun, mais qui avait déstabilisé son mari. « Qui est-ce, Charles ?» demanda-t-elle, la voix basse et dangereuse. « Personne, » répondit-il sans se tourner. « C'est du passé. Oublie. » « Oublier ?» Le rire d'Hélène fut bref, sans humour. « Toute la salle t'a vu, tu t'es figé, ce nom t'a brisé une seconde, et maintenant toute la ville se demande qui il est, qui nous sommes. » Charles la dévisagea enfin. « Je m'en occupe, c'est mon affaire. » Le mépris dans ses mots fut une gifle pour Hélène. Il l'excluait. Protégeant ses propres secrets, sa colère, sensible, commença à en chercher une autre, une cible qu'elle pouvait contrôler. L'image de Claire, l'agent d'entretien, lui revint en mémoire. La femme au dos droit, aux yeux qui promettaient quelque chose. L'article de Dubois. La question sur Vincent. Les pièces s'emboîtèrent avec un déclic terrible. Ce n'était pas une coïncidence, c'était un plan, et elle en était au centre. Le lendemain, Hélène n'appela pas les avocats. Elle appela un homme dont le numéro n'était pas dans son répertoire habituel, un détective privé, un ancien policier réputé pour son efficacité et sa discrétion absolue. L'ordre fut simple. « Je veux tout savoir sur une femme nommée Claire. Elle a travaillé pour moi comme agent d'entretien, et tout sur un comptable en faillite nommé Vincent Moreau. Je veux savoir jusqu'à ce qu'il mangeait au petit déjeuner. » 3 jours plus tard, une enveloppe Kraft reposait sur son bureau en acajou. À l'intérieur, un rapport détaillé, avec des photos, des dates, des adresses. Hélène lut chaque mot, le café intact refroidissant à côté d'elle. Le puzzle était assemblé. Claire Moreau, fille de Vincent Moreau. Le rapport racontait toute l'histoire. La faillite de l'entreprise du père, juste après la rupture avec Charles. La perte de la maison familiale. La mort de Vincent, des mois plus tard. Officiellement d'un infarctus, mais décrite par les voisins comme une profonde tristesse. Et il y avait plus. Le rapport détaillait la vie actuelle de Claire, l'appartement en location, l'emploi chez Proprestige Service. Et le point le plus vulnérable, sa mère, Hélène, une veuve à la santé fragile, vivant dans une modeste maison de retraite subventionnée par l'État. Une institution dont le conseil d'administration avait des amis communs avec la Fondation Beaumont. Hélène ferma le rapport. Le sourire sur son visage était prédateur. Elle avait l'arme dont elle avait besoin. La confrontation n'aurait pas lieu par téléphone. Elle se ferait face à face. Hélène découvrit les horaires de Claire au Grand Palais métropolitain. Elle l'attendit. Pas dans le luxe de la suite 7, mais au sous-sol. Dans un long couloir de service stérile. Les murs étaient en béton, les néons bourdonnaient, l'air sentait le désinfectant. Claire poussait un chariot de nettoyage quand elle vit la silhouette arrêtée au milieu du couloir. Hélène. Dans un manteau en cachemire beige et des talons hauts, elle ressemblait à une apparition d'un autre monde dans cet environnement. Claire s'arrêta. Le bruit des roues du chariot résonna dans le silence. « Bonjour Claire », dit Hélène. La cordialité de sa voix était plus menaçante qu'un cri. Ou devrais-je dire Claire Moreau? Claire ne répondit pas. Elle attendit simplement. « J'admire votre courage », continua Hélène, marchant lentement vers elle. « Vraiment, décrocher un emploi ici. Donner des miettes à ce journaliste. C'était un bon plan, presque intelligent. » Elle s'arrêta à 1 mètre. Ses yeux bleus parcoururent l'uniforme de Claire avec dédain. « Mais vous avez fait une erreur. Vous avez cru que vous jouiez à un jeu avec moi. Et vous ne comprenez pas les règles. »« Je ne vois pas de quoi vous parlez, » dit Claire.
la voix ferme. Hélène rit. « S'il vous plaît, passons cette étape. Je sais qui vous êtes. Je sais ce qu'était votre père. Et je sais ce que vous essayez de faire. » Elle se pencha un peu, sa voix devenant un murmure conspirateur. « Vous essayez de salir le nom de ma famille à cause d'un vieil échec de votre père. Et je ne le permettrai pas. » La menace finale fut livrée avec un calme effrayant. « Je sais pour votre mère, Hélène, je sais où elle vit. Une institution sympathique, mais qui dépend des dons et de la bonne volonté pour maintenir ses subventions, des dons comme ceux de ma fondation. » L'air sembla se raréfier. Le coup était direct, précis, au point le plus vulnérable de Claire. « Votre emploi chez ProPrestige Services, je peux y mettre fin d'un coup de fil. Mais c'est peu. » Hélène se redressa. « Je peux m'assurer que vous ne travaillerez plus jamais dans cette ville, ni comme agent d'entretien, ni comme rien d'autre, et je peux m'assurer que les fonds pour la maison de retraite de votre mère soient réévalués. Une coupe par-ci, un ajustement par-là. Elle pourrait finir dans un endroit bien moins confortable, ou nulle part. » Le chantage était clair, brutal. C'était la pression maximale. « Alors, voici ce qui va se passer, » dit Hélène, dictant les règles de sa reddition. « Vous allez démissionner, aujourd'hui. Vous allez faire vos valises et disparaître de cette ville, et vous ne contacterez plus jamais aucun journaliste, aucun avocat. Personne. Vous allez vous effacer pour le bien de votre mère. » Hélène regarda sa montre bracelet incrustée de diamants. « Je vérifierai dans 24 heures. Si vous êtes encore là, je considérerai notre conversation terminée et les conséquences engagées. » Elle se tourna, ses talons claquant sur le béton. Elle laissa Claire seule dans le couloir froid. Le bourdonnement des lampes semblait assourdissant. Claire s'appuya contre le mur. Ses jambes flageolèrent. La menace contre sa mère était un poison paralysant. La peur était réelle, viscérale. La pensée que sa mère puisse souffrir à cause de son combat était insupportable. Peut-être qu'Hélène avait gagné. Peut-être que le prix était trop élevé. Elle ferma les yeux. L'image de son père lui revint, le visage fatigué mais digne, lui tendant le livre. Ils bâtissent des empires sur des sables mouvants. Sa voix résonna dans sa mémoire. La vérité est du roc. Elle ouvrit les yeux. La peur était toujours là, mais en dessous, quelque chose de plus dur prenait forme. Une résolution froide. Hélène ne la coinçait pas. Elle lui donnait la dernière poussée, la dernière raison dont elle avait besoin pour aller jusqu'au bout. Il n'y avait plus de retraite possible. La guerre ne concernait plus le passé. Elle concernait l'avenir, et Claire n'allait pas le sacrifier. Le gala annuel de la Fondation Beaumont était plus brillant que jamais. 1 an après l'humiliation de Claire, le grand palais métropolitain avait été transformé en un palais de cristal et de lumière. Hélène et Charles, au centre de tout, étaient l'image du triomphe. Les ragots sur Vincent Moreau et la holding Antares s'étaient dissipés, réduits au silence par une campagne de relations publiques implacable et la mémoire courte de la haute société. Hélène, dans une robe argentée qui semblait tissée de clair de lune, était particulièrement radieuse. Elle croyait avoir gagné. L'agent d'entretien insolente avait reçu son ultimatum et, comme prévu, avait disparu. L'ordre de l'univers avait été restauré. La soirée avançait, une symphonie de champagne, de rires et de compliments. L'air vibrait de pouvoir et de confiance en soi. Marc, l'agent de sécurité, se déplaçait discrètement en périphérie de la salle. Son visage était plus tendu que d'habitude. Ses yeux balayaient non seulement la foule, mais aussi les techniciens dans la cabine de contrôle audio et vidéo, en hauteur. Personne ne remarqua quand il passa une petite carte d'accès à un jeune technicien pendant le changement d'équipe. Un geste rapide, invisible, le point culminant de la soirée arriva. Charles Beaumont monta sur scène sous des applaudissements tonitruants. Les lumières baissèrent, se concentrant sur lui. Derrière lui, 3 écrans géants affichaient le logo doré de la Fondation. Il était là pour annoncer le plus grand projet de l'histoire de l'institution, la construction d'une nouvelle aile pédiatrique à l'hôpital de la ville. Sa voix, amplifiée par les haut-parleurs, remplit la salle.
Il parla d'espoir, d'avenir, du devoir de protéger les enfants. C'était un discours puissant, émouvant. Hélène, assise au premier rang, avait les larmes aux yeux. C'était l'apogée de sa vie, le saut final de son importance. « Nos actions définissent notre héritage », conclut Charles, la voix chargée d'émotion. « Et ce soir, je vous invite tous à entrevoir l'avenir que, ensemble, nous construisons. » Il fit un signe vers la cabine de contrôle. « Regardez !» Le public se tourna vers les écrans, attendant la vidéo émouvante avec des maquettes de l'hôpital et des enfants souriants. Les applaudissements résonnaient encore. Les lumières de la scène s'éteignirent. Les 3 écrans devinrent noirs. Pendant une seconde, il n'y eut que le silence de l'attente. Mais la vidéo de la fondation ne démarra pas. À la place, l'écran central clignota. Une image nette apparut. Ce n'était pas un enfant souriant. C'était un document, un relevé bancaire, des lettres noires sur fond blanc. Le silence de l'attente se transforma en un silence de confusion. Le nom dans l'entête était Holding Antares. La transaction listée était un virement à 7 chiffres. La date était de 2 jours après le dernier gala. La confusion dans la salle était audible. Des murmures se propagèrent comme une traînée de poudre. Charles, sur scène, fixait l'écran, le visage blême dans la pénombre. « Il y a eu une erreur technique », dit-il au micro, la voix soudainement faible. Mais les écrans changèrent à nouveau. Ils montraient maintenant un organigramme. Une case à gauche indiquait « Donateur de la Fondation ». Une flèche pointait vers une case au centre, Fondation Beaumont. Des millions d'euros entraient, mais la flèche de sortie n'allait pas vers les hôpitaux ou la charité. Elle pointait vers la Holding Antares. Et de là, une nouvelle flèche menait à une dernière case, Beaumont Immobilier et Développement, la société d'investissement immobilier privée de Charles. Le montage était exposé à la vue de tous, simple, brutal. La charité était un détournement, une machine à blanchir l'argent pour financer les projets de luxe de Charles. Les 2 autres écrans s'allumèrent, affichant des copies de contrats, d'emails internes, de signatures, des preuves, des documents qui ne pouvaient provenir que de l'intérieur du système. Puis une voix emplit le silence. Ce n'était pas celle de Charles, c'était une voix féminine. Calme, claire, légèrement déformée par un filtre numérique, mais reconnaissable à sa précision. La voix de Claire. Elle n'était pas dans la salle, c'était un fantôme dans la machine sonore. « Bonsoir », dit la voix, tandis que les écrans affichaient plus de preuves. « Pendant 1 an, vous avez entendu une histoire, l'histoire d'une grande philanthropie. Maintenant, je vais vous montrer les livres de comptes. » La voix narrait les faits avec la froideur d'un auditeur. Débit, des dons généreux, faits en toute bonne foi par beaucoup d'entre vous. Sur l'écran, les noms de plusieurs invités présents apparurent sur une liste de donateurs. Crédit, des appartements de luxe, des voitures de sport, une vie d'opulence bâtie sur un mensonge. Les écrans montrèrent des photos des biens des Beaumont. Le bilan n'est pas équilibré, l'équation est fausse. La Fondation Beaumont n'était pas une institution caritative, c'était le service financier privé de la famille. La salle était figée. Des serveurs avec des plateaux s'arrêtèrent en plein milieu. Des invités qui portèrent des coupes à leurs lèvres restèrent les mains suspendues. Le bruit d'une fourchette tombant sur une assiette résonna comme un coup de feu. Plus personne ne regardait les écrans. Tous les yeux, des centaines de paires d'yeux, étaient fixés sur Charles, paralysé sur scène, et sur Hélène, au premier rang. Le sourire triomphant d'Hélène s'était effacé. Son visage était un masque d'horreur et d'incrédulité. Ses yeux bleus, autrefois froids et dominateurs, étaient maintenant écarquillés, perdus. Elle regardait son mari sur scène, puis les écrans, comme si elle ne pouvait pas comprendre la réalité. La voix de Claire continuait, implacable, narrant chaque document, chaque virement, chaque mensonge. Elle faisait exactement ce que son père lui avait appris. Elle racontait la véritable histoire des chiffres. Au fond de la salle, Julien Dubois ne regardait pas. Il diffusait tout en direct depuis son téléphone. La preuve n'était pas seulement présentée à l'élite de la ville, elle était présentée au monde. Le silence au Grand Palais métropolitain était absolu. C'était le son d'un empire qui s'effondre.
La voix de Claire disparut. Les écrans, cependant, restèrent allumés, affichant l'organigramme de la fraude dans un silence écrasant. L'Empire Beaumont, exposé et disséqué à la vue de tous. Charles était sur scène, une statue de panique. Hélène, au premier rang, était l'image du choc, la bouche légèrement entr'ouverte, les yeux rivés sur le visage de son mari. La salle, remplie de l'élite de la ville, semblait avoir cessé de respirer. Le sortilège se rompit avec un seul mouvement. Antoine Lefebvre, un industriel âgé et le premier grand donateur de la fondation, se leva lentement de sa chaise. Sa colonne vertébrale était droite, son visage sévère. Il regarda Charles, non pas avec colère, mais avec un mépris profond et tranchant. Sans un mot, il se tourna et commença à marcher vers la sortie. Chaque pas sur le tapis épais était un verdict. Le geste d'Antoine fut le signal de la débâcle. Un couple à une table voisine le suivit. Puis, une femme connue pour son influence sociale se leva, prit son sac de créateur et sortit le menton haut. Ce fut le début d'une débandade. Mais ce n'était pas une fuite paniquée. C'était une retraite ordonnée, solennelle. C'était le son de centaines de personnes révoquant leur soutien, leur admiration, leur allégeance. C'était le son d'un statut social se désintégrant en temps réel. Hélène regardait, impuissante, son royaume se vidait. Les mêmes personnes qui l'adulaient 1 heure auparavant passaient maintenant devant sa table en détournant le regard. Elles évitaient ses yeux comme si elles portaient la peste. Chaque personne qui partait était une brique arrachée à son château. La structure s'effondrait sur sa tête. Charles essaya de parler. Il s'approcha du micro, les lèvres bougeant, mais aucun son ne sortit. Son autorité, sa voix de commandement, s'était évaporée. Il n'était plus qu'un homme sur une scène, éclairé par la preuve de son crime. Près de la scène, un groupe d'hommes et de femmes se rassembla. C'étaient les membres du conseil d'administration de Beaumont Global, l'entreprise cotée en bourse de Charles, le moteur de sa fortune. La source du pouvoir d'Hélène. Le plus âgé d'entre eux, un homme nommé Afonso, prit son téléphone. Sa voix était basse, mais les gens autour entendirent chaque mot. « Julia, c'est moi. Convoquez une réunion d'urgence du conseil. Demain à la 1e heure. » Il marqua une pause, regardant Charles sur scène. « Activez la clause de conduite morale. Je veux que la procédure de sa destitution de la présidence soit lancée avant midi. La sanction professionnelle. La guillotine de l'entreprise. » La nouvelle se répandit dans la salle par chuchotement. La chute n'était plus seulement sociale, elle était totale. Charles entendit. La dernière couleur qui restait sur son visage disparut. Il recula en trébuchant, s'éloignant du micro comme s'il brûlait. La perte était tangible maintenant. Ce n'était pas seulement des amis qui partaient, c'était son poste, son pouvoir, son identité. C'est alors que les portes principales du salon s'ouvrirent à nouveau. Mais ce n'étaient pas des invités en retard. 2 policiers en uniforme entrèrent, flanqués d'un homme et d'une femme en civil. Leurs visages étaient sérieux, leurs mouvements efficaces. L'atmosphère changea instantanément. D'un scandale social à une scène de crime. La sanction légale était arrivée. Les agents ne coururent pas. Ils marchèrent méthodiquement dans l'allée que la foule en exode leur ouvrait. Leur destination était la Seine. Leur destination était Charles Beaumont. Les flashs des appareils photo commencèrent à crépiter. Les journalistes, jusqu'alors sous le choc, se réveillèrent pour l'histoire de leur vie. Le bruit des appareils était comme celui d'insectes autour d'une carcasse. Ils s'avancèrent, ignorant l'équipe de sécurité des Beaumont, aussi abasourdis que leur patron. Le chaos contrôlé s'installa. Julien Dubois était au premier rang, son téléphone toujours en train de diffuser, capturant l'image des policiers montant les marches de la Seine. Charles les vit arriver. L'homme qui avait bâti un empire semblait petit, acculé. Il regarda la foule, cherchant un visage amical, un allié. Il n'en trouva aucun. Il regarda Hélène. Hélène ne put soutenir son regard. Son monde était devenu trop petit. La chaise dorée, la robe argentée, la table couverte de fleurs, tout semblait une farce. Elle essaya de se lever. Elle voulait courir, crier, faire quelque chose, mais ses jambes n'obéirent pas. Son corps
autrefois instrument de pouvoir et de séduction, était maintenant une prison de faiblesse. Elle s'enfonça dans sa chaise, une poupée cassée. Les larmes qu'elle ne versait jamais en public traçaient maintenant des sillons silencieux sur son maquillage parfait. Sur scène, les agents atteignirent Charles. L'un d'eux dit quelque chose à voix basse. Nul besoin d'entendre les mots. Le geste était universel. Il le plaçait en état d'arrestation. Charles ne résista pas. Le dernier vestige de combativité l'avait abandonné. Il jeta un dernier regard à l'œuvre de sa vie, une salle de réception vidée, des écrans géants affichant son déshonneur et l'éclat incessant des flashs enregistrant sa chute pour la postérité. La sanction était complète, le statut anéanti, le poste perdu, la liberté sur le point d'être révoquée. Le silence initial avait été remplacé par le son de la justice, froide et indifférente. Et au milieu du bruit et des lumières, l'Empire Beaumont prenait fin. Pas dans un fracas, mais avec le déclic d'une paire de menottes. Claire n'assista pas à l'effondrement. Elle n'était pas devant un écran, savourant sa victoire. Elle était loin du bruit et des lumières clignotantes, dans une petite chambre silencieuse. L'odeur n'était pas celle du champagne, mais de la lavande et de l'air pur. Elle était assise dans un fauteuil à côté d'un lit. Dans le lit, sa mère, Hélène, dormait d'un sommeil paisible, inconsciente de la tempête que sa fille avait déchaînée. La seule lumière provenait d'une petite lampe, qui jetait une lueur chaude sur le visage ridé et serein de sa mère. Pendant plus d'un an, chaque action de Claire avait été motivée par deux forces, le souvenir de son père et la sécurité de cette femme. La regarder maintenant, dormant en paix, était la seule récompense qui comptait. La porte de la chambre s'ouvrit avec un léger grincement. Marc, l'agent de sécurité, apparut dans l'entrebâillement. Il semblait avoir vieilli de 10 ans cette nuit-là, mais ses yeux brillaient d'un profond respect. Il n'entra pas. Il hocha simplement la tête. « C'est fini, Claire. » Sa voix était un murmure rauque. « Tout. La police les a emmenés tous les deux. » Il marqua une pause. « Je n'ai jamais vu ça. Vous avez réussi. » Claire ne sourit pas. Elle acquiesça simplement, un geste de reconnaissance. « Merci, Marc, pour tout. Votre père, dit-il, la voix étranglée. Où qu'il soit, il est fier. Vous avez lavé son nom. Vous avez lavé celui de nous tous qu'ils ont piétiné. » Il s'éloigna, refermant doucement la porte. La reconnaissance d'un homme bon valait plus que les applaudissements de n'importe quelle foule. Claire reporta son regard sur sa mère. La victoire n'était pas bruyante. C'était ce silence, cette sécurité. La certitude que la menace d'Hélène était réduite en poussière. Une demi-heure plus tard, une infirmière frappa doucement à la porte. « Claire, il y a un monsieur ici qui insiste pour vous parler. Il dit que c'est important. » Claire fronça les sourcils. Qui cela pouvait-il être? Elle sortit dans le couloir silencieux. Debout près de la réception se tenait Antoine Lefebvre, l'industriel qui avait initié la débandade au gala. Il semblait déplacé dans son smoking, dans l'environnement simple de la maison de retraite. Mais son visage n'était pas arrogant. Il était sérieux et humble. « Mademoiselle Moreau, dit-il, la voix grave, pardonnez l'intrusion. Je devais venir. »« Pourquoi ?» demanda Claire. « Pour vous présenter mes excuses, dit-il, la surprenant. À nous tous, nous avons été aveugles. Nous avons laissé l'éclat de leur argent éclipser leur manque de caractère. Vous nous avez forcés à voir. » Il la regarda, les yeux d'un homme qui avait beaucoup vu dans sa vie. « Je connaissais la réputation de votre père, Vincent, un homme droit. À l'époque, je n'y ai pas prêté attention. C'était une erreur. » La mention de son père, dite avec tant de respect par un homme de ce calibre, fut la validation dont Claire ne savait pas qu'elle avait besoin. « Ce que vous avez fait aujourd'hui, poursuivit Antoine, n'était pas une vengeance. C'était un acte d'assainissement, nécessaire. » Il tendit la main, non pour une poignée, mais pour lui donner une carte de visite. « Une fois que la poussière sera retombée, je vous contacterai. Mes associés et moi créons un fonds. Une fondation pour l'éthique dans les affaires et pour aider juridiquement les personnes lésées par des fraudes d'entreprise. » Il la dévisagea. « Nous voulons que vous siégiez au Conseil. Votre nom, votre histoire, votre intégrité. C'est de cela dont nous avons besoin. »
L'offre la laissa sans voix. Ce n'était pas un chèque, pas de la charité. C'était une place à la table, un poste, un avenir, la chance de transformer le combat de son père en un héritage qui pourrait en aider d'autres. C'était la restauration complète. « Merci », fut tout ce qu'elle put dire. Antoine hocha la tête. « C'est nous qui vous remercions, mademoiselle, de nous avoir rappelé que certaines choses n'ont pas de prix. » Il se tourna et partit, un homme puissant venu rendre hommage à une force qu'il reconnaissait enfin. Claire retourna dans la chambre, posant la carte sur la table de chevet. Elle s'assit et prit la main de sa mère. La peau était douce, fragile. Elle la serra fermement. La guerre était finie. Sa dignité, qu'elle n'avait jamais perdue, était maintenant visible au monde. Le nom de son père était lavé. Et l'avenir, autrefois une toile sombre, avait maintenant le premier coup de pinceau de lumière. 1 an plus tard, la pièce était baignée de la lumière du matin filtrant par une large fenêtre. Les murs étaient blancs, les meubles, modernes et fonctionnels. Ce n'était pas le bureau d'un empire, mais celui d'une mission. Sur la porte en verre, un logo discret, Fondation Intégrité. Claire était assise à un bureau, examinant une pile de documents. Elle ne portait pas d'uniforme, mais un chemisier simple et un pantalon de tailleur. Son visage était serein, concentré. À ses côtés, retenant une liasse de papier contre la brise, se trouvait le vieux livre de contes de son père. La couverture noire et usée était une encre dans son nouveau monde, un rappel constant du roc sur lequel tout avait été bâti. C'était son symbole intérieur, l'histoire de son origine. Sur la fenêtre, le reflet du logo de la fondation se superposait à son image. Une balance stylisée représentant l'équilibre. C'était son symbole extérieur, la promesse de son avenir. Dans un coin de la pièce, une télévision allumée sur une chaîne d'information diffusait un reportage à faible volume. La voix du présentateur n'était qu'un bourdonnement de fond, mais les mots étaient clairs. Charles Beaumont, condamné aujourd'hui à 12 ans de réclusion pour fraude et blanchiment d'argent. Ses avocats affirment qu'ils feront appel. La caméra montra des images d'archives du gala 1 an plus tôt. L'opulence, la chute. Son ex-femme, Hélène, qui n'a pas été inculpée pénalement, vit recluse dans une petite ville de province après avoir perdu tous ses biens dans la procédure de divorce et de réparation civile. Claire ne regarda pas la télévision. Les nouvelles étaient les échos d'une guerre ancienne, une guerre qu'elle avait déjà gagnée. Le destin des Beaumont ne lui appartenait plus. Son attention était concentrée sur les papiers devant elle. Le cas d'un groupe de petits agriculteurs écrasés par une multinationale. Elle prit un stylo. Sa main était ferme. Elle fit une annotation dans la marge d'un contrat. La calligraphie nette et précise, miroir de celle de son père. Elle entoura une clause, un chiffre, un mensonge attendant d'être exposé. Elle tourna la page, prête pour le prochain calcul, pour le prochain audit de la vérité. Le travail de Vincent Moreau n'était pas mort avec lui, il ne faisait que commencer. L'histoire de Claire est un puissant rappel que la véritable force ne se mesure ni en fortune ni en statut social. Elle réside dans la dignité silencieuse et le courage inébranlable de se battre pour ce qui est juste, même lorsque le monde entier semble être contre vous. Hélène et son empire d'arrogance se sont effondrés parce qu'ils étaient construits sur le sable fragile du mensonge. L'intégrité de Claire, héritée de son père, s'est avérée être le roc qui a brisé leur pouvoir. La justice peut tarder, mais elle finit toujours par arriver pour ceux qui n'abandonnent pas la vérité. Si vous croyez que l'honneur d'une personne est son bien le plus précieux et qu'un seul acte de courage peut tout changer, partagez cette histoire.